Bien entendu, nous vous tiendrons au courant dans la soirée et au cours de ce journal, bien sûr. Nous prenons l'antenne au moment... L'oreille au poste. Bonsoir, 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 bienvenue sur le 92.2, bienvenue sur Radio Dijon Campus, vous êtes perdu dans les tuyaux de l'oreille au poste. Nous sommes mardi, il est 18h, remettez les enfants dans les studios de vos amours, nous allons pouvoir parler entre adultes de boutique, de cuisine, de théâtre et de plaisir. Pour vous, ce sera Bad Neighbor au microphone et aux manettes de volume. Ce soir, c'est Agathe, le retour en deuxième semaine. Tout bien, Agathe ? Bon, a priori, tout va bien. Nous sommes donc mardi, nous sommes le 16 décembre, il est 18h. Il est 18h et on se demande encore quelle réponse donner à la question suivante. Comment créer du spectacle assis à sa table? Qui vous regarde depuis votre cuisine, depuis votre bureau de ministre, depuis votre chaire de doc de professeur? Qui vous regarde quand vous laissez éteint projecteur, caméra et que la TV est non grata? En gros, résumons comment faire théâtre de sa cuisine, comment jouer avec sa tambouille, comment jouer à jouer cela quand vous rêvez de faire de la radio. Ce soir, nous avons 45 minutes pour étudier le théâtre dans la radio, ou l'inverse, la radio est au cœur de cette émission et de celle de demain. Mise en abîme impériale pour les auditeurs de campus, réalisée en direct sous vos yeux ébahis, 45 minutes pour explorer les farces capillotractées de Monsieur Blouch, parti à sa propre recherche, et c'est lui-même que nous recevons ce soir, mardi 16 décembre, pour déshabiller ses avatars, lui-même que nous recevons, auteur, acteur d'un emprunt Edelweiss joué cette semaine au théâtre Dijon-Bourgogne à la salle Jacques Fournier. C'est du 16 au 19 décembre, donc ce soir jusqu'à vendredi soir, c'est à 20h tous les soirs. Et demain, petite pépite, il y a diffusion dans ce même créneau-là de l'oreille au poste d'une partie du spectacle. C'est à 18h demain donc, il est aussi 18h aujourd'hui, les choses sont parfaitement faites. Hervé Blouch, bonsoir. Bonsoir. J'en reviens un petit peu à première question à brûle-pourpoint avant de rentrer vraiment dans ce qu'est cette énigme au nom d'emprunt Edelweiss. Du soi mis en scène et joué par soi, c'est quoi? C'est un ego trip balancé sur les ondes? Oh non, 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 c'est pas... Non, c'est un... En fait, au départ, c'était même pas le projet de départ, en fait. Au départ, c'était Le projet, il a démarré il y a je sais pas, 3 ans, il y a un garçon qui s'appelle Jean Lambertville qui dirige la Comédie de Caen et qui me disait: Hervé, j'aimerais bien produire un spectacle à partir d'un de tes textes. Et puis alors moi j'étais arrivé, je lui avais dit: ah bah super, j'ai envie de monter un truc, j'ai envie de faire une mise en scène. Et puis il me dit: non mais j'aimerais bien que tu fasses toi le spectacle. J'aimerais bien que ce soit toi tout seul sur scène. Donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème d'argent. Et donc il m'a dit, ben voilà, ce serait bien que tu fasses, tu vois, toi seul en scène et une sorte de stand-up, quoi. Alors je lui dis, tu sais, moi le stand-up, comme je suis quand même déjà plus tout jeune, je vais avoir du mal à rester debout. Du coup, je lui ai proposé un sit-up, qui est donc la version assise du stand-up. Et puis en fait, il avait une petite idée derrière la tête, et puis moi aussi en discutant un peu, parce que ça faisait longtemps que je travaillais des formes au bord de la radio, soit à travers des lectures que je faisais de mes pièces, que j'accompagnais de petits sons, de petites ambiances, de petites ambiances musicales qui racontaient un petit peu de façon comme des petites couleurs, quoi, qui donnaient un petit peu la couleur du spectacle. Et puis j'avais aussi fait des petites chroniques audio, des petites choses, des petites formes que je travaillais à partir de petites sortes de sketchs. Et puis il m'a dit, bah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et donc et puis très vite on est arrivé à cette idée de faire une espèce de radio sur scène. Et ce qui était pour moi la possibilité, effectivement, de tout seul, de recréer un univers avec beaucoup de personnages, ce qui est quand même le truc que j'aime bien, parce que j'avais pas du tout envie de m'embarquer dans un monologue ou quelque chose comme ça.
Alors, on reviendra dans le détail, dans les méandres un petit peu de ce... non pas si seul sur scène, finalement. Ça pourrait être un peu le résumé de l'exercice que vous pratiquez. Vous le pratiquerez dès ce soir, mardi 16 décembre, jusqu'à vendredi 19, donc vendredi prochain. Mais il est l'heure de retrouver avant ça Julien. En 1965, James Brown se tordait sur les spasmes de son I Feel Good. Et en 2014, Julien Grandmanche se trémousse toujours, lui, sur son podium musical. Les 3 meilleurs albums de la semaine, c'est le Podium Campus. De retour pour cette oreille au poste du mardi 16 décembre consacré à l'emprunt Edelweiss, comme on dit en Autriche ou dans les Alpes suisses. Emprunt Edelweiss, joué, concocté, cuisiné, détourné par Hervé Blutsch, qui est au micro à côté de moi ce soir. Hervé Blutsch, donnez-nous quelques clés sur ce titre énigmatique. Quand on lit le projet, quand on lit le titre, il y a une sorte de grand fossé entre les deux. On a l'impression d'être aux Dolomites. Oui, on se dit que c'est pas très prescripteur. Je pense que c'est pas le titre le plus excitant. Non, il est énigmatique. C'est un titre énigmatique. L'emprunt Edelweiss, en fait, c'est la cheville sur laquelle repose le spectacle. Parce que ce spectacle est à moitié... joue sur une partie de ma vie et une partie de ma vie romancée, on va dire. Et l'emprunt Edelweiss, en fait, j'avais une petite entreprise de shampoing bio en Suisse au début des années 2000. Ça, c'est vrai ou pas? Ah ben ça, c'est le point de départ, ouais. Ouais. Et puis on a eu un projet un peu fou de faire un centre de shampoing, un centre de soins capillaires bio. Et là, c'est là que c'est parti un petit peu en couille. Et l'emprunt Edelweiss raconte un peu l'après, c'est-à-dire le moment où donc tout ça s'est effondré et où on a perdu un peu d'argent dans cette histoire, et où je me suis retrouvé donc à rentrer en France et puis à devoir relancer la machine, et en me disant écoute, ça faisait longtemps que tu faisais du théâtre, tu vas essayer de faire plus que ça. Et puis le spectacle raconte un peu cette histoire, sauf que comme j'avais envie de faire un petit hommage à cette Suisse que j'ai quand même dans laquelle j'ai passé pas mal de temps et où j'ai beaucoup aimé vivre. J'ai imaginé que quand j'avais monté ce centre de soins capillaires, il y avait eu une petite arnaque financière que je m'étais enfui de Suisse, et que ce fameux emprunt Edelweiss qui m'avait permis de monter ce centre de soins, j'étais parti avec un peu de cet argent, et qu'il y avait la mafia suisse qui était à mes trousses. Et c'est un peu ça que raconte le spectacle. Je ne sais pas, je dévoile peut-être trop du spectacle, mais en fait, je crois qu'on s'en fout. De toute façon, j'ai un copain qui disait on s'en fout de raconter la fin des films, c'est pas ça qui compte. Et je crois que c'est vrai. Je suis bien d'accord, c'est la manière dont la fin est filmée. Voilà. On a beau la raconter, on ne saura jamais à quoi ça ressemble. Donc l'emprunt Edelweiss, c'est l'incursion dans ce spectacle qui au départ est un spectacle, un petit show radiophonique fait sur scène. On assiste à un type qui fait sa radio tout seul sur scène, avec des invités qui sont préenregistrés, mais dont on peut croire, si on écoute que l'émission, que les invités sont là, avec différentes rubriques comme dans une radio, quoi. Et puis à un moment donné, au milieu du spectacle arrive, par le biais d'une émission qui s'appelle La parole est à vous, arrivent ces deux mafieux suisses qui, eux, ont l'air bien réels et sont à la recherche d'Hervé Blutsch. Et puis la deuxième partie du spectacle, c'est comment Hervé Blutsch va faire pour s'en sortir, ce qui est quand même assez haletant. Alors de Suisse, on débarque en France, et là on retrouve le sous-titre qui est pas tout autant prescripteur que le titre lui-même. Une fantaisie française. Une fantaisie française. Ça ramène un peu, il y a un petit côté napoléonien, relève de la garde. Fantaisie française, c'est quoi? C'est un rapport au texte? C'est un rapport au menuet? Je ne sais pas, c'est une discussion avec mon producteur. On a trouvé au départ, ça s'appelait une fantaisie française. Et puis, c'est vrai que je fantasmais depuis un moment à l'idée de faire une pièce patriotique. Bon, finalement, ça n'a plus rien à voir, et ce n'est pas celle-là. Non, je crois que en discutant avec Jean Lamberville, il y a un petit côté, une fantaisie, il y a un petit côté d'une autre époque, là, une petite fantaisie française. C'est
Il y a un petit côté désuet. C'est ça, c'est un petit peu désuet. Mais classe en même temps. Aussi, tout à fait. Enfin, il y a eu du fast. Oui, il y a eu du fast, exactement. Il y a une certaine. Et ça s'appelait une fantaisie française au départ. Après, on s'est aperçu. Qui a fait? Il y a Édouard Baird qui a fait un truc qui s'appelait À la française, à peu près à la même époque. Et c'est peut-être aussi pour ça que je crois que j'ai changé le titre, parce que je me disais qu'on allait se retrouver en concurrence évidente. Lui à la française, moi une fantaisie française, jouant dans des théâtres privés parisiens côte à côte. Ça allait être pas bien du tout. Donc, du coup, voilà, cet emprunt Edelweiss est arrivé. Maintenant, je crois que si je vais changer, je crois que je vais appeler ça Radio Ploutch. Radio Ploutch. Ploutch. C'est le nom de la radio. Ça s'appelle Radio Ploutch. C'est votre patronyme prononcé en bernois. Voilà, exactement. Ouais. Vous parliez de Jean-Lambert Wild qu'on a croisé dans la saison dernière au Parvis. Comment le boulot s'est fait au-delà de la proposition exactement? Est-ce qu'il y a eu mise en scène? Est-ce qu'il y a eu écriture commune? Non, il y a pensée commune. Il y a eu une connivence, comme on a. Il y a eu quelques discussions en amont et ça a été mon regard extérieur. On avait prévu. Moi, je voulais le mettre en scène. Je voulais pas de metteur en scène, mais je voulais quand même un retour, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que travailler tout seul, se filmer, se regarder, on est un peu. Faire sa radio tout seul, au bout d'un moment, c'est fatigant. Hein. Je suis bien d'accord. Ouais. Ça me paraît même impossible. Et puis c'est une radio de plateau, c'est-à-dire que quand même j'avais, c'est pas de la radio filmée, ou c'est pas de la radio à vue, parce que justement j'avais envie qu'il y ait une dimension théâtrale, parce que c'est un spectacle de théâtre, et donc il y a une personne à prendre en compte qui était moi au milieu de tout ça. Et donc moi au milieu de tout ça, c'est-à-dire que j'aurais pas du tout écrit les choses de la même façon si j'avais fait un programme radio. Donc voilà, il y avait une part de théâtralité qui était nécessaire, et c'était bien que j'ai quand même un regard extérieur, surtout que Jean est un assez bon scénographe et metteur en scène. Donc voilà, il a pu me donner quelques petits retours qui ont alimenté l'espace scénographique du spectacle. Pour continuer un peu dans l'aspect tambouille, cuisine de ce spectacle, il y a une phrase qui m'a intrigué également dans une interview qui est reportée dans le dossier de presse qui est en ligne sur le site du Théâtre Dijon-Bourgogne. Vous dites écrire pour des ambiances sonores. J'attendais plutôt l'inverse, mettre en ambiance sonore un texte écrit de la part d'un auteur. Non, là, on a l'impression que l'exercice, il est inversé pour vous. J'ai dit un truc comme ça, j'écris pour des ambiances sonores. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? J'ai dit ça. Ouais, c'est retranscrit tel queuil, ça ressemble vraiment à une de vos paroles. Mais ce que je trouvais amusant, c'est d'inverser la proposition, d'aller mettre des mots sur des ambiances qui vous traînaient en tête. Il y a un peu de ça dans l'emprunt Edelweiss ou pas du tout? Ouais, si, remarquez, c'est possible, ouais. Ah. Non, mais c'est possible. Vas-y, voilà. Non, mais il peut y avoir un moment. Non, mais tiens, un petit côté divan qui est fabuleux. Non, mais c'est assez curieux parce que je me souviens pas du tout d'avoir dit ça. Je vérifierai d'ailleurs. Non, peut-être que j'avais voulu dire que je cherchais pas tellement à faire des illustrations. En tout cas, que le son ne devait pas venir comme une espèce d'illustration. Mais s'il y a des choses qui portent, par exemple, il y a toute une séquence avec la musique de la petite maison dans la prairie qui passe en boucle pendant 10 minutes. C'est un moment assez difficile. Là, c'est vraiment écrit pour cette musique. C'est-à-dire que c'est la présence de cette musique qui crée tout d'un coup, qui va créer l'histoire qui se passe autour. Et alors peut-être que c'est ça que j'ai voulu dire. Je sais pas. À nous de voir, en allant voir l'emprunt Edelweiss à partir de ce soir, 20h, jusqu'à vendredi soir, 19 décembre. C'est à 20h également. C'est dans le cadre de la programmation de la saison du Théâtre Dijon-Bourgogne. Et plus particulièrement, ça se passe à la salle Jacques Fournier, rue d'Ahuy. Avant de retrouver Hervé Ploutch et d'analyser, de remettre sur le divan un petit peu les multiples facettes de ce intrigant personnage. Voici un autre groupe non moins intrigant, mais qui a le vent en poupe vraiment ces 2 dernières années. Voici Al Jay avec Hunger of the Pines. De retour pour cette oreille au poste du 16 décembre, mardi 16 décembre, nous sommes avec Hervé Ploutch, manipulateur, auteur aux commandes de l'emprunt Edelweiss qui se joue cette semaine de ce soir jusqu'à vendredi soir au Théâtre Dijon-Bourgogne à la salle Jacques Fournier. C'est tous les soirs à 20h.
Hervé, vous avez commis avec Benoît Lambert les textes d'un spectacle vu dans la saison, vu encore en tournée la saison d'avant, qui s'appelle Qu'est-ce que le théâtre ? Une sorte de fausse conférence. Et on avait reçu 2 des premiers interprètes, Emmanuel Vérité et Nathalie Matter, dans ce même studio, d'ailleurs je me souviens, à cette même antenne. C'était un matin très tôt et les questions venaient difficilement. Du coup, on a improvisé des questions, vu que le principe de ce spectacle était aussi de poser les questions aux spectateurs. Avez-vous peur du théâtre, etc., etc. Un petit questionnaire est né. Je veux bien vous y soumettre si vous acceptez l'enjeu. Bien sûr. Réponse à l'emporte-pièce au même niveau des questions. Première question, est-ce que le théâtre est vraiment obligé sans arrêt de poser des questions ? Oh non, je pense pas, non. Est-ce qu'on doit dire à ses parents qu'on est comédien ? Oh, sûrement. Enfin, il faut les rassurer. Est-ce qu'un spectacle peut-il avoir lieu sans comédien ? Oui. Il ne faut pas le dire trop fort, mais oui. Oui, ne le dites pas trop fort. Doit-on forcément mentir au théâtre ? Ah non, faut pas mentir, non. On est obligé de dire la vérité quand on est sur scène. Il faut être sincère. Jusqu'à combien peut-on tenir dans une chambre d'hôtel quand on est en tournée ? Ah, moi, je déteste ça. Donc moi, seul. Est-ce qu'une forme légère est forcément un spectacle avec des petits comédiens ? Non. Vous voulez dire en taille ? Ouais, ou en poids, je ne sais pas. Ou en qualité. Ça, je vous laisse le juge de la question. Non, je pense qu'il faut une forme légère avec des comédiens de grande qualité. Bien, je frôle le consensuel. Peut-on jouer un méchant sans l'être soi-même ? Oh, ça, non, j'imagine pas. Enfin, j'en sais rien, je m'en fous. Un spectacle sans texte est-il vraiment du théâtre ? Alors ça, voilà, déjà, est-ce qu'un spectacle c'est du théâtre ? Est-ce que moi, j'aime beaucoup la dramaturgie sans texte. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du... Non, je vais. Ça va être un peu plus long comme réponse. C'est pas grave, c'est bien. Du spectacle War Sweet War de Jean Lambert Wilde, sur lequel j'avais bossé comme co-scénariste et sur l'écriture. Et donc c'était une écriture de spectacle sans parole. Et moi j'aime bien. Enfin voilà, je pense qu'on peut écrire sans texte. On peut écrire sans texte. On peut écrire sans texte. Et je pense qu'il y a beaucoup de spectacles qui gagneraient à ce qu'il y ait une vraie écriture, notamment des spectacles de danse, qui est aussi une écriture du plateau. Enfin, à quitter l'abstraction pour descendre. Oui, parce que je trouve que justement il y a des choses à raconter sans texte, mais parfois, voilà, faut sortir de l'abstraction ou de l'abstraction tout le temps. Doit-on toujours embrasser ou féliciter ses partenaires après chaque représentation ? Non, moi je trouve ça chiant. D'ailleurs, je joue seul, moi, alors il n'y a pas d'autocongratulation ce soir. Mais non, moi je déteste tous ces petits rituels, tout ça. Doit-on tout comprendre de ce que vous raconte un metteur en scène ? Je pense que ça aide quand même. Un décorateur rend-il vraiment toujours la scène plus jolie ? J'espère que non. Voilà, c'était la dernière question de ce petit questionnaire au théâtre ce soir. On peut revenir maintenant à ce qui fait le sel de cette émission-là, c'est-à-dire L'Emprunt Edelweiss, sous-titré Une fantaisie à la française. Française. Pardon. Une fantaisie française, soyons précis. Il s'agit d'être seul dans un dispositif, ça c'était, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'était un peu le point de départ, c'était la commande qu'on vous a passée, sous couvert plus ou moins de contraintes économiques, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de grand plaisir au final à être seul en scène dans ce spectacle de votre part. Est-ce que le théâtre c'est aussi une sorte de plaisir de sale gosse ? Ouais, mais c'est pas un plaisir d'être seul en scène, c'est un plaisir de bidouiller ces petits trucs tout seul. Donc c'est le plaisir, et c'est vrai, d'écrire sa petite histoire, de se l'enregistrer, de jouer tous ces petits personnages. Parce que ça c'est le plaisir, effectivement alors sale gosse ou de gosse, de jouer, de se faire sa petite histoire, quoi, de se raconter ses petits machins, et puis avec effectivement la possibilité que là j'ai tout d'un coup, c'est que effectivement je peux faire rentrer plein de personnages, même des tout petits rôles, des trucs, et ça c'est très plaisant, oui. Après, le seul en scène, c'est agréable, mais je ne ferai pas ça toute ma vie. Vous êtes donc seul, mais il y a des techniciens. Moi, en ce qui concerne le son a une part importante dans ce spectacle. Oui, il y a des techniciens lumière aussi. Comment on met en lumière de la radio, un studio de radio sur scène ?
Alors, donc au départ, alors il y avait effectivement 2 postes importants. Il y avait le son, donc Jean-François Dominguez qui est là justement à Dijon pour accompagner le spectacle, qui lui m'a fait toute l'interface sonore qui me permet parce que ça c'était mon plus grand problème au départ, c'est que je voulais pouvoir d'une part changer ma voix en direct très légèrement, mais faire des petites choses. Alors je la change moi tout seul, mais je voulais aussi qu'il y ait des petits effets qui la modifient légèrement. Je voulais pouvoir appuyer sur un bouton et puis que ça allume une lumière tout en changeant ma voix. Je voulais appuyer sur un bouton que ça envoie une musique. Je voulais appuyer sur une pédale que ça envoie un autre truc. Donc il m'a fait tout ce petit dispositif qui permet de faire ça. Et ça, c'est vachement bien. Et donc et puis aussi de faire en sorte qu'on entende tout bien, tout ça. Et puis pour la lumière, donc là c'est Renaud Lagier qui a travaillé sur. Je pense qu'il a essayé de faire quelque chose d'assez. Comment on met en scène. C'est très simple. C'est à la fois très simple, mais je pense qu'il a réussi à faire des. Il n'y a pas 40 000 ambiances, etc. Mais il a fait quelque chose de sobre, mais qui nous emmène quand même dans des univers, parce qu'on passe quand même d'univers, excusez-moi, on passe à des choses, on passe de la planète des monstres par exemple, qui était un feuilleton avec des jeunes, et à Léon Godet, l'homme qui parlait dans l'oreille du général de Gaulle, qui est quand même tout à fait autre chose. Et donc voilà, on passe dans toutes ces ambiances-là, et il faut que la lumière accompagne ça, quoi. Est-ce qu'il y a un moyen est-ce qu'il y a une volonté en tout cas de montrer la technique avec ce dispositif où tout est à vue, enfin en tout cas tout semble à vue, de mettre ce qu'on voit rarement sur un plateau, enfin de contredire le côté un peu illusionniste propre au théâtre? Non, ça joue la magie en fait, parce que justement on ne sait pas trop qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui arrive, et quand j'appuie sur cette touche, est-ce que c'est moi qui appuie? Il y a même des gens qui pensaient que c'était réglé depuis la régie. Tout le spectacle est fait depuis la table, mais ça joue aussi sur une petite magie de est-ce que quand il appuie sur cette touche, ça envoie tel effet, mais qu'est-ce qui se passerait s'il appuie sur l'autre? On a dû vous poser à peu près 127 fois la question, pourquoi ne pas avoir fait de ce spectacle-là une émission de radio seule, plutôt qu'un spectacle? D'une part parce que j'avais pas trouvé la radio pour le produire, d'autre part parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que si j'en faisais quelque chose pour la radio, ce serait autre chose. Voilà, je le montrais différemment. Ce serait. Alors, il y aurait un montage vraiment très différent. Assez différent. Enfin, oui, je prendrais les choses différemment parce que voilà, le spectacle tient tout le temps compte de ma présence sur scène, et je pense que si je ne suis pas sur scène, ça change complètement la façon dont les choses se racontent. Donc oui, je le ferai différemment. Maintenant, si une radio me propose, au début on avait un peu discuté avec Arte Radio de faire le spectacle et le truc qu'on ferait en diffusion, et puis bon, ça s'est pas fait, mais je crois que ça aurait été compliqué parce que je me rends compte qu'en captation, il y a des temps de radio qui ne sont pas les temps du spectacle, ou des temps de spectacle qui ne sont pas des temps de radio, et des temps de théâtre. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, j'aurais raconté les choses différemment. Maintenant, j'attends toujours une proposition d'une radio pour que... Est-ce que vous laissez la porte ouverte en disant que ça peut être une pièce à regarder les yeux fermés? C'est une possibilité? Oui, c'est une possibilité dans la salle. Je pense que dans la salle, je l'ai fait aussi pour qu'on puisse fermer les yeux et partir ailleurs. Mais je pense que c'est pas pareil quand on l'écoute chez soi. Est-ce qu'on peut envisager, ou est-ce que vous avez envisagé, ça vous appartient complètement, d'en faire un petit épisode, un petit feuilleton en fait régulier? Il y avait cette idée-là peut-être au départ, non? Oui, il y avait idée. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en feuilleton dans le spectacle. Je vous disais, il y a ce monsieur Léon Godet, l'homme qui parlait dans l'oreille du général de Gaulle, qui revient plusieurs fois. Il y a ce feuilleton de ces jeunes du lycée Montchappet. Il se trouve que là, ce sont des jeunes de Dijon qui se retrouvent sur la planète des monstres. Donc, qui avance aussi comme un feuilleton. Il y a La Voix des sourds, qui est une émission de radio pour les sourds, qui revient dans le spectacle. Donc, ça pourrait avancer effectivement comme un feuilleton avec des rubriques. Je l'ai fait aussi, le spectacle. Alors,
là justement sous son nom de Radio Plouch, cet été un festival de théâtre qui s'appelle La Mousson d'été, là en petit feuilleton tous les soirs. Et ça raconte autre chose parce que les gens viennent pour un rendez-vous, donc oui, c'est possible. On revient sur ce qui a failli être un feuilleton et ce qui est finalement une pièce à regarder les yeux fermés et une pièce de théâtre avant tout. On revient juste après cette dernière pause musicale de cette émission. Voici une sorte de revenant, un ovni qui fait de la musique des années 50 en 2014. Voici le grand W. Stone King avec The Zombie. De retour pour cette oreille au poste consacrée à l'emprunt Edelweiss, sous-titré une fantaisie française menée d'une main de mystificateur par Hervé Blouch toute cette semaine au Théâtre Dijon-Bourgogne. C'est à la salle Jacques Fournier, c'est à partir de ce soir 20h jusqu'à vendredi 19 décembre 20h également, donc tous les soirs à 20h. Aucune raison d'être en retard, vous avez l'horaire parfaitement dans l'oreille. Hervé, on parlait tout à l'heure du jouet de sale gosse et de mystification. Il y a vraiment ce rapport-là dans le fait de tout montrer, de faire des fausses voix. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de moyen de réconcilier le public avec le plaisir d'aller au théâtre. Est-ce que ça peut passer par là, le fait de lui jouer, de lui faire une blague, tu parlais de blague pataphysique pendant que le Stone King chantait, mais... est-ce que ça peut être un des moyens de ramener les gens dans l'enceinte du théâtre, ce plaisir de l'histoire? En tout cas, je pense que le plaisir, c'est une des raisons essentielles qui doit vous amener au théâtre. C'est d'aller... et alors, c'est vrai que c'est d'ailleurs un peu... Ça rejoint un peu l'exercice qu'on a... Enfin, la question qu'on s'était posée avec Benoît quand on a écrit « Qu'est-ce que le théâtre ?» C'est... Pourquoi c'est si compliqué pour les gens d'aller au théâtre alors que ça devrait être assez simple en fait? Je veux dire, il peut y avoir. Alors après moi, la manière, moi c'est vrai que j'ai toujours écrit dans le jeu, dans le plaisir et dans le drôle parce que c'est un peu la chose sur laquelle je travaille. Donc j'espère que ça. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que le drôle, ça fait venir les gens, pas forcément toujours d'ailleurs pour des bonnes raisons. Oui, on rejoint le divertissement. Ou le divertissement, ou tiens, on va se marrer, machin, et puis alors que c'est un peu compliqué comme comique. Parce que moi, je suis un comique compliqué. Voilà un autre aveu dans cette émission. Mais est-ce que le comique compliqué que vous êtes fait référence à la figure du conteur? J'ai l'impression que la donnée narrative, en tout cas l'idée de porter une histoire aux yeux du public est importante dans votre théâtre. Oui, c'est important sans l'être. C'est-à-dire qu'en fait, C'est vrai que c'est compliqué. Vous avez vu comme c'est compliqué. Ah oui, non, je me dis jamais, tiens, je vais raconter une histoire. Mais je sais toujours qu'à un moment donné, ça va raconter une histoire. Mais donc, j'ai pas Parce que ça pourrait être un morceau de performance pure, par exemple l'emprunt Edelweiss. Un type seul en scène qui manipule plein de bidouilles, de machines, transforme sa voix, fait apparaître des personnages, et ça pourrait seulement s'arrêter là. Tout à fait, ça pourrait s'arrêter là. Oui. Et puis tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a... Non, mais c'est vrai qu'il y a un plaisir tout d'un coup de fictionner, de dire, ah bah tiens, et qu'est-ce que ça serait, et puis de rajouter des tiroirs, quoi, parce que c'est beaucoup un spectacle à tiroirs. Plus on avance dans le... Enfin voilà, il y a des couches et des couches, et des choses qui font écho, qui se rejoignent. D'ailleurs, c'est ça qui parfois peut être un peu compliqué parce que c'est assez dense et il faut rester à l'écoute. Je le dis pour les spectateurs, restez à l'écoute du début à la fin. Si vous avez raté une phrase, vous avez perdu la moitié du spectacle. Donc, qu'est-ce qu'on disait que c'était la figure on parlait de la figure du conteur et de l'histoire. Donc c'est vrai qu'il y a un plaisir de la fiction et à la fois, c'est quand même pas ça qui me porte, c'est quand même toujours au départ une envie de creuser la forme. Et à un moment, voilà, je suis rattrapé par l'idée parce que je pense que l'histoire, ça permet aussi de donner aux gens des points d'appui, aux spectateurs. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, en musique, je trouve que même dans le free jazz, quand le free jazz c'est trop free, quand ça n'est plus que du free, eh ben, ça devient chiant. Je trouve que c'est pas mal qu'on repasse à un moment donné par un petit swing ou un truc qui nous ramène au morceau, et puis après, hop, voilà. Ah, ça, c'est une discussion qu'on a depuis très longtemps avec monsieur Benoît Lambert, le free jazz. Ah oui. Musique fétichiste ou musique seulement?
Il y a un autre point commun avec d'autres travaux qu'on a pu voir de vous, plus ou moins loin, notamment l'écriture d'un petit solo mené par Emmanuel Vérité sur Charlie. Vous en êtes partie prenante, non, de cette aventure-là? Pas du tout. Ah pas oui du tout. Je crois que vous étiez dans les textes de Charlie. Non. Parce qu'il y avait un point commun dans la forme, justement. C'est la moustache. C'est la moustache, ouais. Il a une moustache qui comme ressemble moi. diancrement à la vôtre Tout à fait, sur scène. tout à fait. Je crois qu'il est assez C'est une excité par la pilosité. Pure coïncidence? Tout à fait. Ouais. On ne s'est jamais concerté. Et non, j'ai découvert Charlie, et j'aime bien Charlie, mais je n'ai jamais participé à l'écriture de Charlie. Non, je ne suis pas dans la... Vous aviez commis quelque Non, nous avons commis des petites choses avec Emmanuel Vérité, mais très en dessous de la table. Bien, ça restera en dessous de cette table-là. Vous parliez de la forme, donc juste avant cet aparté capillaire. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Parce que si on gratte encore un peu, on redescend dans la cuisine et on ouvre les placards, j'ai l'impression qu'il y a une part intime aussi dans ce projet-là. Soit de l'ordre de l'expérience formelle, soit l'ordre de la recherche d'une écriture type ou d'une recherche poétique. J'ai l'impression que ça s'inscrit dans une trajectoire autre que le spectacle seul. Alors une part intime, je ne sais pas, mais c'est toujours une recherche poétique. Je pense que de toute façon, pour moi, l'écriture, c'est toujours une recherche poétique. Vous remettez vraiment sur l'établi là, avec ce spectacle-là, quelque chose qui vous tient. Oui, de toute façon, c'est un travail qui me... Oui, ça n'est pas purement un exercice de style. Non, c'est creuser cette forme, et je pense que le geste théâtral est de toute façon, enfin pour moi, un geste poétique, quelle que soit la forme qu'il prend après sur le plateau. L'emprunt Edelweiss, c'est finalement ça, vraiment mettre en scène votre tambouille, un peu votre cuisine, en direct. Un petit peu, tout à fait. Ouais. Ça raconte aussi un peu comment j'écris mes histoires. De manière complètement impudique. Oh, ça ne le raconte pas de façon trop impudique. Hein, ouais. Mais ça pourrait être étonnant de dire je vais travailler devant vos yeux. Même si c'est enrobé. Mais c'est enrobé. Alors mais c'est vrai qu'il y a un petit côté. Ça raconte un peu comment on peut essayer d'écrire une histoire. Mais ça rejoint la pataphysique. Je crois que c'est vraiment aussi un jeu avec tiens, qu'est-ce qu'on fait? Je mets tous ces petits éléments ensemble et comment je m'en sors à la fin. Un conseil avant de venir voir l'emprunt Edelweiss dans la toute dernière minute de cette émission? Non, relisez Kant. Voilà, donc vous avez à peu près... Il est bientôt 19h, vous avez 1h15 pour le faire, ce qui est largement suffisant. Trouvez les digestes possibles pour Kant. Ceux qui iront à partir de demain auront un peu plus de temps, et ceux qui sont vraiment, vraiment très lents à la détente pourront comprendre Kant jusqu'à vendredi soir, 19 décembre, et c'est à 20h. Hervé Bloutch, il me reste à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté le jeu de cette émission. Longue vie à l'emprunt Edelweiss. J'espère qu'il marchera mieux que l'emprunt Giscard et que l'emprunt russe. J'espère aussi. Merci beaucoup à vous. Et il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Ruez-vous à la salle Jacques Fournier ce soir jusqu'à vendredi. Et je vous laisse avec les grands agendas. Agathe, tu es libre. Tu as la liberté d'aller te vautrer dans le grog et d'aller dormir sous une couette et d'aller soigner ses yeux gonflés. En tout cas, merci pour ta veille sur cette émission-là. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, c'était la dernière de 2014. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant dans la soirée et au cours de ce journal, bien sûr. Nous prenons l'antenne, vos mamans. L'oreille au poste.